On va passer à notre deuxième séquence intitulée La chaîne producteur, distributeur, client va-t-elle perdurer? Comme hier, pour le transport aérien et le voyage d'affaires, on parle évidemment dans le loisir, dans le tour operating, d'un phénomène de désintermédiation, d'une porosité de plus en plus grande entre les métiers de la distribution et de la production. Pour nous parler de ces sujets passionnants, j'ai le plaisir d'inviter sur scène, à mes côtés, Pascal de Isaguirre, patron de TUI, président de TUI France. Alors attendez, les applaudissements, là, il va falloir y aller un peu d'énergie, là, quand même. Hein, un peu d'énergie. Ensuite, Nicolas Delors, président de Thomas Cook. Où est-ce qu'il est, Nicolas? Il est par là? Il est là. Il est là, Nicolas. Ensuite, Jean-Paul Chantraine, président d'Asia. Est-ce que Geoffroy de Bec-de-Lièvre, le patron de Marco Vasco, il est là? Il est là également. Et puis enfin, Didier Munin, patron de Bois-Loris, qui va représenter la distribution. Didier, où est-ce que tu es, Didier? Il est là, Didier. Alors, en guise d'introduction à cette séquence, pendant que vous allez prendre place, messieurs, je vais demander à René-Marc Chicly de venir ici au pupitre. René-Marc, puisque c'est toi qui vas introduire cette table ronde, c'est toi qui vas donner déjà quelques repères qui vont nous permettre d'échanger avec vous pendant une grosse cinquantaine de minutes. René-Marc, à toi de jouer. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai que 2 minutes, c'est ça? À peu près. Bon, comme d'habitude. Et puis le sujet est assez particulier, puisque à chaque fois que j'ai eu l'occasion de me prononcer sur la distribution, généralement, ça a fait pas mal de vagues et pas mal d'articles. Bon, mais je ne changerai pas pour autant. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'on a quand même ensemble évolué depuis pas mal d'années. Parce que si on se replace sur il y a encore une dizaine d'années, on était loin des performances qu'on trouve et des partenariats qu'on a aujourd'hui. Si on regarde un échantillon qu'on a au CETO de 21 tours opérateurs qui représentent 70% des volumes et qui vont dans une analyse très poussée de leurs chiffres, y compris sur la distribution, aujourd'hui, 1/3 de leur chiffre d'affaires est vendu via les sites internet, centres d'appel et des groupes. Ils font encore des groupes, ça c'est bien, parce que quand même, je crois que ça a été une grande perte pour les tours opérateurs. Beaucoup ont joué le rôle de la distribution, c'est pour ça qu'on avait hier Patrice Caraday qui nous montrait son modèle en disant bah, moi je suis distributeur, mais je suis tour opérateur et distributeur. Donc 1/3 des ventes se font en agence propre, et 1/3 des ventes se font avec la distribution traditionnelle. Et généralement encore trop marqué par la notion de contrat. Je pense que le temps qui est passé entre les professionnels que vous êtes, les entrepreneurs, devrait être privilégié sur comment faire venir un maximum de clients dans les agences. On en a vu avec nos amis croisiéristes quelques modèles, quelques idées aussi également. On doit évoluer. On doit rechercher un vrai partenariat ensemble. Parce qu'on l'a vu, et Jean-Pierre a été un acteur, de faire venir Club Méditerranée dans la distribution, c'était loin d'être évident, et avec des kickers, avec des solutions intelligentes, où on disait il y a des prix d'acquisition de clients, etc. On a écouté Jacques-Antoine Granjon nous dire qu'on peut créer toutes sortes de partenariats quand on veut être intelligent ensemble. Je pense que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette journée, c'est que jusqu'à maintenant, on avait parfois des questions qui irritaient. Aujourd'hui, on a des questions intelligentes qui viennent de la salle et qui permettent aux professionnels d'être meilleurs, indépendamment de notre brillant présentateur qui a été absolument fabuleux hier. Il faut le remercier quand même parce que c'était vraiment, il nous a passionnés. Bravo, bravo. Moi, j'ai un rêve, je ne suis pas le seul, je pense que tout institutionnel aujourd'hui a un rêve, c'est qu'on puisse trouver ensemble, intelligemment, des modèles économiques. Vous avez vu dans la presse, c'est pas vraiment évident aujourd'hui de trouver sa place quand on est sur du tour operating, je dirais, classique. Les gens qui sont autour de la table ont tous pratiquement très mal vécu les 3 dernières années, voire les 4 pour certains.
Les gens qui sont autour de la table, je pensais qu'il y avait aussi Patrice Karadec, qui aurait été pas mal, d'après ce que j'ai compris. Mais si Patrice est là, il peut venir. Hein. Si Patrice est là, il faut qu'il vienne, parce que je pense que se sont menées des guerres de concurrence extrêmement fortes sur certaines destinations, ça leur a coûté très très cher. Ces gens n'ont qu'une volonté, c'est de développer leur business, de faire des résultats, parce que c'est quand même, on fait beaucoup de volume dans cette profession et peu de marge et encore moins de résultats, et on nous les dit tous les jours. C'est pas normal que tous les financiers vont aveuglément rechercher des entreprises sexy avec des histoires et pas forcément des résultats. Il faudrait que nos amis ici présents puissent dire à leurs actionnaires que les résultats sont bons, que nos amis présents ici disent éventuellement à des fonds d'investissement de venir de renforcer leurs fonds propres pour se développer. Au moment où on a l'un des plus grands tour opérateurs français qui a fait la une de tous les journaux pendant l'été, il est important qu'ensemble, on puisse trouver des solutions pour survivre. Merci. Merci à toi, René Marc. Merci beaucoup d'avoir été bref et synthétique. Alors, on a un très beau plateau aujourd'hui. Très beau plateau. C'est rare de les réunir tous ensemble, donc on va en profiter pour les cuisiner un peu, évidemment. Pendant une petite 50aine de minutes. Merci d'être évidemment là aussi le plus synthétique possible dans vos réponses. Première question, c'est le constat que l'on faisait évidemment hier aussi dans le voyage d'affaires. On parlait de désintermédiation. Tiens, première question pour Didier. Didier, prends le micro. On parle de désintermédiation dans le tour operating. Est-ce que c'est aujourd'hui, selon toi, un phénomène qui est en train de s'accélérer ? Ben oui, alors déjà le premier paradoxe de la désintermédiation, mais ça a été évoqué hier, c'est que maintenant, parfois, la désintermédiation coûte plus cher que l'intermédiaire Théo ou agent de voyage. Donc là, on retombe toujours à l'éternel problème de l'information et de la communication. Hein. Les médias ont expliqué au client qu'il était plus intelligent, que le client était plus intelligent que le professionnel, hein, alors que selon moi, c'est vraiment un métier d'expert, hein, tant dans l'achat pour la partie tour operating que la distribution de conseils pour la partie agence de voyage. Et donc aujourd'hui, on a une situation où le client pense qu'il est plus compétent que nous, les professionnels, et donc c'est pour ça qu'il est attiré irrémédiablement vers les désintermédiateurs qui, eux, en fait, ont un coût de désintermédiation. Donc là, on part déjà d'une situation complètement paradoxale. Geoffroy de Becdelier, vous êtes un tour opérateur sur Internet spécialisé dans le sur-mesure. Vous êtes évidemment en dialogue direct avec les clients, sans passer par les agences. On parle de phénomène de désintermédiation. Vous, dans votre business, vous sentez que cette désintermédiation s'accélère ? Nous, on a toujours démarré avec les clients finaux en direct. Je ne sais pas si elle s'accélère. En tout cas, avec notre positionnement qui est celui du sur-mesure, ça ne peut pas être autrement de toutes les façons. Oui. Vous ne pouvez pas rajouter d'intermédiaire. Vous ne pouvez pas avoir une personne... Déjà, ne serait-ce que pour des délais de réactivité. Et puis, pour une diffusion de l'information, tout simplement, il vous faut des experts. Et l'expert, c'est celui qui a le produit dans la main. Alors, Patrice, Nicolas, Pascal, c'est vrai qu'on observe, on observe dans l'aérien et l'hôtellerie une volonté vraiment des fournisseurs de mieux maîtriser leur distribution, de mieux la contrôler, cette distribution. Vous qui représentez des gros tours opérateurs, parmi les 3 plus gros tours opérateurs, et qui disposez donc de votre propre réseau de distribution, est-ce que vous vous inscrivez dans ce mouvement, en tout cas, de mieux contrôler votre distribution ? Pascal, après Nicolas et Patrice. Écoute, c'est vrai que dans le tour operating, il y a effectivement la volonté des TO de maîtriser le plus possible leur distribution et donc de renforcer la part de la distribution contrôlée. Alors la distribution contrôlée pour un TO, c'est quoi ? C'est le web, le réseau d'agences intégrées et les franchisés, et puis la partie groupe. Bon. Donc ça, c'est vrai qu'il y a cette volonté, et ça dans le cadre d'une stratégie qui est vraiment de plus en plus omnicanal, où on a le web et le retail qui travaillent de façon très coopérative et très collaborative. Donc là, on n'est plus dans les schémas même de compétition interne entre le réseau d'agences
et le web. Donc c'est vrai que ça touche tous les TO. Quand on voit le dossier Fram, d'ailleurs, on voit qu'un des principaux assets de Fram, c'est de mettre la main sur le réseau de distribution. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi les TO font cela? Alors d'abord, il peut y avoir une problématique de coût de distribution, et là on retombe évidemment sur le coût de commission, puisqu'on regarde notre coût de distribution global et on fait la comparaison entre le coût de distribution des réseaux internes contrôlés et puis le coût de distribution tierce. Mais il y a surtout aussi la volonté d'avoir une proximité plus grande avec le client, d'avoir le contact direct avec le client, de connaître ses attentes, ses envies, d'avoir son retour sur la production, d'essayer de percevoir les nouvelles tendances, l'évolution des comportements des consommateurs. Et puis ce qu'on veut, évidemment, il y a un aspect fidélisation. Donc c'est tous les outils du CRM, c'est-à-dire du management de la relation client. Et puis, on veut également essayer de maîtriser l'expérience client, parce que je sais que, bon, moi, j'ai lancé un grand projet sur l'expérience client, donc c'est très, très important d'essayer de maîtriser ça. Et puis, également, il y a la maîtrise de l'image de marque. Donc, par exemple, si tu regardes le groupe TUI, tu sais qu'on investit dans la rénovation de nos agences pour faire des TUI stores, ce qui montre bien, d'ailleurs, qu'il y a un retour en grâce très fort du retail par rapport à ce qu'on pouvait se dire il y a, par exemple, 2 ans. Donc là, et dans un TUI Store, on est dans un univers TUI, de la marque TUI, où on met en avant la production de la TUI. Bon. Alors maintenant, ceci étant dit, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il reste quand même une part très importante pour la distribution tierce. Surtout si on est dans une logique de croissance du chiffre d'affaires, de croissance des volumes, de stratégie d'augmenter la part de marché, ce qui est la stratégie du groupe TUI. Donc moi, par exemple, ce que je peux dire, c'est que dans mon budget 15-16 sur cette année, j'ai un objectif de chiffre d'affaires avec les réseaux tiers qui est plus important, nettement plus important que le chiffre d'affaires que j'ai fait en 14-15. Bon. Une autre orientation que je suis en train de prendre aussi, c'est que je réduis progressivement les discounts faits sur le web, parce que ça crée des disparités entre canaux de distribution, c'est des facteurs de tension. Donc aujourd'hui, je suis plus dans une optique de maîtrise globale du coût de distribution global de TUI plutôt que canal par canal. Bon, donc ça c'est important et je pense que c'est un élément qui est très important pour les réseaux tiers, puisque ça c'était un sujet de critique. Mais une autre évolution que l'on voit aussi, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers la distribution sélective avec les réseaux tiers. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de s'appuyer sur quelques partenaires privilégiés avec lesquels on veut construire une relation durable, de confiance et dans lesquels il y ait du fond. Voilà, on ne se polarise pas effectivement que sur le taux de commission dont on reparlera un petit peu plus tard. Nicolas, on vient d'entendre Pascal qui disait oui, évidemment, il y a une volonté de mieux contrôler notre distribution. Vous, Nicolas, vous avez exprimé publiquement, en tout cas, votre souhait de passer de 500 à 650 agences. Donc vous vous inscrivez très clairement dans ce mouvement de mieux contrôler votre distribution. En fait, en réalité, je pense que le sujet, c'est surtout d'avoir des appuis en distribution, quelle que soit la forme de distribution, et que le développement d'une distribution directe, mais plutôt semi-directe dans notre cas, puisqu'il s'agit de faire du développement par voie de franchise, sous enseigne Jetto, Thomas Cook, c'est juste une réponse à la nécessité d'avoir plus d'appui. Donc, pour revenir à la question, si la question c'est y a-t-il une volonté de contrôler sa distribution, j'ai envie de dire non, pas forcément. Tant qu'on a des appuis forts en distribution, quel que soit le type de distribution. Et c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que c'est vrai que les TO, on n'est pas toujours excellent. D'ailleurs, la distribution nous le rappelle dès qu'elle peut. Mais la distribution n'est pas toujours non plus excellente vis-à-vis des TO. Et quand c'est le cas, on peut être amené à dégainer une arme qui est le développement d'une distribution semi-contrôlée. Pourquoi semi-contrôlée ? Moi, j'ai envie de dire, la distribution tierce, je suis un peu dans le même cas que Pascal, donc on va avoir une lutte intéressante cette année. Dans mon budget, j'ai également des objectifs de croissance de la distribution tiers qui sont plus importants que notre distribution contrôlée. Je ne suis pas persuadé, personnellement, j'en suis même presque convaincu, que la distribution tiers nous coûte plus cher, même si elle coûte cher, il faut le dire, que la distribution contrôlée. On a évoqué le cas de Fram. L'un des problèmes de Fram est, entre autres, sa distribution intégrée. L'un des problèmes du groupe Thomas Cook, on est en train d'en sortir, a été aussi sa distribution intégrée, outre d'autres
d'autres éléments qui coûtent cher. On est tous en train de s'évertuer à rénover nos agences pour apporter une expérience client, parce que c'est vrai que les agences de voyage, dans leur globalité, ont besoin d'apporter autre chose aux clients. Et ça coûte excessivement cher en CAPEX, en OPEX, en énergie, en temps. Donc, pour conclure, on le fera si on est obligé de le faire, mais on peut ne pas avoir à le faire. Voilà, c'est assez simple. Ça veut dire que vous pourriez remettre en cause l'ambition des 650 agences ? Ah ben non, parce qu'à date, si vous voulez, moi demain, si j'ai toute la distribution de France et de Navarre, qu'elle s'appelle X, Y, Z derrière moi, je peux être amené à réviser mes ambitions. Aujourd'hui, il est clair que on a à peu près 250, un peu plus de 250 agences sous enseigne, et que notre objectif est d'en avoir à peu près 150 de plus dans les 2-3 ans qui viennent. Patrice, alors vous avez un réseau de distribution moins important que vos deux confrères. Est-ce que vous vous inscrivez néanmoins dans la même perspective de mieux contrôler votre distribution ? Non, très clairement. Du tout, ouais. Non, nous, ce qu'on veut, c'est mieux reconnaître et mieux connaître notre client. Ouais. On n'est pas les seuls à avoir compris qu'on est passé d'une ère où il y avait vraiment 3 facteurs clés de succès il y a encore quelques années. On était là, pas mal d'entre nous, il y a quelques années, où pour être un bon voyagiste, un bon tour opérateur, il suffisait d'avoir un bon produit, une bonne équipe pour manager l'entreprise et une bonne distribution B2B. Bref, des bons référencements dans les réseaux. Et un bon référencement, c'était une bonne négociation gagnant-gagnant avec des coûts contrôlés. Notre industrie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ces 3 facteurs clés sont toujours nécessaires, mais ils sont plus suffisants. Il y en a 3 supplémentaires à minima, et ils sont plutôt très coûteux. Le premier d'entre eux, il faut de la technologie. Dieu sait que c'est coûteux. Le deuxième, il faut une distribution multicanale. Pourquoi ? Parce que le client, il a aujourd'hui beaucoup d'autres alternatives que l'agence de voyage traditionnelle pour trouver ses vacances. Et quand on est un voyagiste, quand on est un tour opérateur, qu'on a du stock, qu'on prend des risques, il serait suicidaire de ne pas être présent partout où le client cherche ses vacances. Puis le troisième clé de succès qui me paraît aujourd'hui primordial, c'est qu'il faut, pour être un bon dans cette industrie, il faut avoir un bel outil CRM. Je suis d'accord avec ce que disait Herminio tout à l'heure. Le client, et j'avais déjà dit, je crois, dans un dernier congrès, le client, effectivement, il appartient à personne. Par contre, je pense qu'il doit être reconnu de tous. On ferait de graves erreurs si vous, en agence de voyage, nous, en tant que tour opérateur, l'hôtelier en tant qu'hôtelier, la compagnie aérienne en tant que moyen de transport, ne sache pas reconnaître son client. D'ailleurs, vous avez tous saisi que les hôteliers, les compagnies aériennes ont de très très bons CRM. Je viens déjà de recevoir ma carte d'embarquement pour rentrer sur Paris tout à l'heure. Donc preuve que nous sommes très reconnus par tous ces maillons de la chaîne. Je trouverais dommage que le tour opérateur soit le seul maillon qui aujourd'hui ne reconnaisse pas ses clients. Jean-Paul Chantraine, vous êtes entouré, vos 2 voisins disposent d'un réseau d'agences. Des copains. Des copains, bien sûr, mais bon, aujourd'hui, les confrères, ils disposent d'un réseau d'agences conséquent qui leur permet d'être moins dépendants de la distribution tiers. Ils vous donnent envie ? Non, je regarde pas les choses comme ça. D'abord, je les surveille attentivement. Ils font plusieurs métiers. Ils sont producteurs, distributeurs, etc. Donc, plus ils développent leur point de vente. Moi, je suis un fournisseur de contenu, un modeste fournisseur de contenu. Donc, je vais essayer de suivre leur développement et trouver des voies de passage par rapport à leur propre production. Non, nous, on est chez Asia d'abord dépendant de notre stratégie. Voilà. Donc, on a une stratégie. On est leader du voyage en France vers l'Asie. On souhaite continuer ça, le développer. Donc on a depuis toujours une distribution en réalité qui est multicanale. Aujourd'hui, nous sommes vendus à 2 tiers, pour simplifier, en B2B et 1 tiers en B2C. Voilà. Avec quelques points de vente Asia, et on développe des enseignes. On a un peu plus de 30 enseignes aujourd'hui, etc. Bon. Mais le sujet, à vrai dire, faut le regarder un peu différemment, je crois. On a un marché du voyage qui progresse, on a répété ça pendant 2 jours. On l'a vu, ouais. On a un marché intermédiaire qui diminue, lui. Vous voyez, entre 2008 et
entre 2008 et 2014, le marché intermédiaire a perdu à peu près 500 000 clients. On mesure ça au CETO. Sur le moyen courrier, 300 000. Sur le long courrier, ce qui est à peu près moins 30%, 800 000, 1 million, etc. C'est énorme. Donc c'est énorme. Donc à vrai dire, face à ça, on a un coût d'acquisition de clients qui augmente, des taux de transformation qui diminuent et des investissements techno qui... Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué comme équation. Donc le véritable enjeu, à vrai dire, dans cette filière producteur, distributeur et client, ensemble ou séparément, selon les stratégies des uns et des autres, c'est effectivement de faire venir dans ce marché des gens qui en sont sortis, de faire venir dans ce marché, et c'est là où est le gros du marché, c'est pas le marché intermédiaire, hein, les gens qui en sont sortis, les faire venir des gens qui y sont pas rentrés. Aujourd'hui, les jeunes générations savent pas ce que c'est qu'un agent de voyage ou un tour opérateur, très franchement, hein, quand même, il faudrait s'en préoccuper. Donc l'enjeu dans la filière intermédiaire, il est très très clairement là. Alors il y a sûrement des façons de faire. Voilà. D'accord. Depuis toujours, et René Marc le disait d'ailleurs dans son introduction, la relation Théo-distributeur se concentre vraiment sur une relation contractuelle. À aucun moment, ou à de rares moments finalement, le client n'est au centre de cette relation, qui serait de dire, bah voilà, nous avons un client commun, que fait-on pour lui ? Nicolas Delors. Entre Théo et agence, on ne sortira jamais de cette relation contractuelle. J'ai envie de vous dire, Nicolas, est-ce qu'il est trop tard de toute façon pour en sortir ? Il est jamais trop tard. Enfin, faut pas dire on a perdu la guerre parce qu'on a perdu une bataille. Non, il est pas trop tard. C'est vrai que les relations avec les distributeurs, je suis tout à fait d'accord avec ça, sont très tournées autour de la notion de contrat. Et dans nos discussions, le client est rarement évoqué. Alors c'est quand même l'objectif final, c'est de vendre quelque chose ou distribuer, suivant le côté où on se trouve, à un client. Alors non, c'est pas trop tard. Il faut juste maintenant qu'on arrive à sortir d'un certain nombre de points de crispation autour de la donnée client, où on est là, non c'est mon client, c'est pas le vôtre, je peux pas donner. Bon, déjà pour des questions de sécurité, entre guillemets, parce que tous les Théo aujourd'hui, à la différence de compagnies aériennes, entre parenthèses, sont pas dans la capacité, parce qu'ils n'arrivent pas à d'avoir au moins un numéro de téléphone pour pouvoir s'occuper des clients en cas d'urgence. Donc là, j'appelle à la responsabilité des distributeurs qui attendent de nous un peu de, je dirais, de professionnalisme en cas de crise, et pour qu'on soit plus professionnel et que vous ayez l'air plus professionnel avec nous, on aurait besoin d'avoir un minimum de données, ne serait-ce que ça. Ça, c'est une parenthèse. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut maintenant, dans nos discussions, on parle de ce qu'on fait conjointement avec nos marques, ce qu'on fait conjointement avec nos outils CRM, parce que c'est vrai que les compagnies aériennes et les hôteliers ont des bons programmes de CRM, mais les Théo en ont aussi. En tout cas, moi, j'ai un Théo et une distribution qui en ont des très très bons, et qu'on a des moyens de la logistique à mettre à la disposition de nos partenaires distributeurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la marque qu'ils portent, pour essayer de développer nos affaires et de fidéliser la clientèle. On a aussi des moyens, je dirais, marketing autres que CRM, qu'on peut aussi mettre en œuvre pour développer nos business, mais pour ça, il faut que nos discussions s'attardent davantage sur ces points-là, au moins tout autant que sur les points de contrat, qui reste quand même le point essentiel des discussions. Patrice, vous évoquiez tout à l'heure justement le partage équitable de données, clients entre tour opérateurs et distributeurs. C'est l'un de vos grands combats d'ailleurs depuis plusieurs années. Les agences ont toujours du mal aujourd'hui à partager ces données clients. C'est évidemment un trésor un peu inviolable. C'est un sujet tabou. D'ailleurs, il ne fait même pas partie des contrats, visiblement. Ça n'avance pas de ce côté-là. Le sujet est tabou, c'est une évidence, et c'est regrettable, parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est que nous, tour opérateurs, reconnaissions le client sans savoir que c'est vous qui vous l'avez amené. Parce que je confirme, les tour opérateurs que nous sommes avons la chance, avec nos partenaires à destination, de passer 1 semaine, 2 semaines, 12 jours de vacances ou de voyage avec eux.
Donc la donnée client, elle est extrêmement simple à récupérer à destination. Donc soyez intelligents, récupérez-le ensemble en amont. Ça évitera de leur parler à leur retour de vacances sans vous intégrer. En tout cas, parlons avec ses clients dans un message commun. C'est vraiment une volonté. Encore une fois, je rejoins ce que disait Nicolas tout à l'heure. Il faut arrêter de croire que la vente directe est moins coûteuse que la vente par des tiers. La vente directe, elle est très coûteuse. Il faut de la technologie, il faut des call centers, il faut des sites web, il faut créer du trafic sur nos sites. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement coûteux. Légèrement moins, certes, qu'un coût de distribution par des tiers et un peu mieux contrôlé. Mais ça peut se réguler. Je le disais hier, je faisais un petit peu un appel là-dessus, que pour moi, un réseau de distribution, ça doit faire des choix, et des choix vraiment précis, et des choix beaucoup plus drastiques que ceux qui sont faits aujourd'hui. J'ai le sentiment un petit peu trop que c'est très difficile de ne pas être référencé. Je vais me faire engueuler parce que je suis le premier à avoir été déréférencé dans beaucoup de réseaux. Mais sincèrement, c'était tellement rare que ça faisait la une de la presse quand Transat était déréférencé par des réseaux, quoi. Ça prouve que, globalement, je trouve qu'il y a un peu trop le référencement est un peu trop facile. Et je pense que du coup, il y a un manque de choix dans les réseaux de distribution qui font... Est-ce qu'on a peur de manquer? C'est peut-être un peu le mal français, toujours une peur de manquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, si les réseaux de distribution faisaient des choix beaucoup plus drastiques en termes de référencement, ça n'empêcherait personne de partir en vacances. Encore une fois, il y a suffisamment de stocks sur le marché, c'est chacun d'entre nous, plutôt que de diluer l'intégralité de votre business sur trop d'opérateurs qui, au final... sont tous quelque part un peu frustrés ou insatisfaits, plus ou moins en tout cas, par la productivité par point de vente. Essayez de raccourcir le plus possible vos réponses. Didier, tu voulais réagir sur ce partage de données clients, non? Oui, deux choses. Ouais. J'en profite, moi qui ai toujours donné bien volontiers mes fichiers clients à mes TO partenaires, et sans aucune réserve et en toute confiance. Mais je vois là se pose un problème tout à fait inédit, c'est que moi j'ai donné à Fram et Georges Colson en toute confiance l'intégralité de mon fichier pour la partie Fram, et aujourd'hui il y a un repreneur qu'on ne connaît pas, et je suis pas sûr que j'ai envie que mon fichier parte chez Caravelle par exemple. Donc ça, je trouve que c'est un problème vraiment important pour nous, la pérennité de ces partenariats quand on donne notre fichier, c'est-à-dire notre patrimoine. Et un petit mot sur ce qui était dit avant. Effectivement, les lignes ont bougé. Moi, j'ai vu énormément ces 10 dernières années de Théo installer leur agence vente directe en face des miennes. Et donc, ils m'ont grignoté les clients que je faisais chez ce Théo. Et ils ont tous disparu au bout de 3-4 ans, après m'avoir un peu affaibli, avoir baissé la rentabilité de mon point de vente. Donc, comme l'a dit Fabrice, est-ce qu'il y a une vraie rentabilité à faire une boutique avec les coûts pour venir prendre des clients à la distribution traditionnelle? Et j'en parlerai tout à l'heure. Je pense qu'il y a des modèles beaucoup plus périn à inventer, et surtout dans ce vrai partenariat. Et la dernière chose, c'est que du coup, le Théo, empiétant sur votre domaine, vous êtes obligé, vous, d'empiéter sur le sien, ce qui génère énormément de coûts. Il faut embaucher un informaticien, un responsable de la com, des producteurs, etc. Les charges augmentent, et donc on se partage un gâteau qui est déjà très réduit. Jean-Paul, et puis après Geoffroy. Oui, je voudrais dire à Didier, je comprends tout ça très bien, mais je crois aussi que l'équation économique, il faut la regarder par ligne produit. Quand on est un surmesuriste ou qu'on fait du voyage à la carte, il y a quand même des réalités économiques qui doivent être intégrées dans les calculs. Le taux de transformation en général dans une agence directe, pour ceux qui font du à la carte, c'est pas loin de 1 sur 2. Bon. Sur le web, sur des sites directs des TO, ça oscille selon les uns et les autres entre 1 sur 4, 1 sur 5, 25%. En voyage à la carte, c'est une vraie réalité, en B2B, c'est en moyenne 10%. Donc c'est très faible.
Ça veut dire que 90%, voilà, donc l'équation économique d'un TO aujourd'hui, je regarde comme ça. Donc comment... Alors derrière, il y a effectivement des choix qu'il faut faire. Patrice en parle. Il y a un travail beaucoup plus rapproché dans le taux de transformation qui doit être travaillé entre les agences de voyage et les TO. C'est un vrai sujet quand même, le taux de transformation. Qu'est-ce que vous faites faire à vos équipes pendant 90% du temps? Bon, voilà. Geoffroy, on parle là, depuis tout à l'heure de relations entre les agences et les tours opérateurs. Ce sont des relations, on l'a vu, qui sont jamais sans tension. Hein, c'est toujours compliqué pour vous. Là, on parle d'un autre temps, on parle de la préhistoire. La vie est belle sans agence? En tout cas, je me sens un petit peu étranger. Oui. Ce que je constate, c'est qu'eux doivent faire 2 métiers, moi je dois en faire un. Je pense que c'est dur d'être bon en B2C, c'est ce que disait Patrice tout à l'heure, il faut un bon CRM. Il faut être non plus orienté sur la connaissance produit, mais sur la connaissance client. Il faut mesurer sans arrêt ses taux de fidélité, son NPS pour la qualité, etc. Et ça déjà, et c'est des défis donc techno qui sont quand même très forts. Et à côté de ça, ils ont également la gestion du réseau. Et je pense que c'est dur de faire très bien 2 métiers, donc c'est juste des défis supplémentaires qu'ils ont. C'est pas la préhistoire, c'est juste des modèles qui sont différents. On a nos enjeux aussi, on a des coûts Google, on a des coûts techno, on a des coûts humains de call center. C'est un autre métier. Pascal de Isaguirre, on disait la relation contractuelle est toujours au centre de ces relations entre tour opérateurs et distributeurs. Dernier avatar de cette relation contractuelle, cette fameuse commission sur le TTC prônée par l'un des réseaux volontaires, ici présent d'ailleurs, représenté par de nombreuses agences. Vous en pensez quoi de cette commission sur le TTC? D'abord, ça c'est pas sympa parce qu'il aurait fallu interroger en premier Patrice Karadec ou Nicolas. Bon. Oui, mais bon, c'est vous le premier. En plus, il doit y avoir Dominique dans la salle. Il faut que je fasse très très attention à ce que je vais dire, d'autant que Dominique je l'aime bien. Voilà, elle est là. Alors moi, la première chose, c'est que quand on parle d'abord de relations contractuelles, il faut dire les mots. En fait, ça tourne autour du taux de commission. Oui. Et le taux de, parce qu'on parle de contrat, en fait, on discute que du taux de commission. Et donc, le taux de commission, c'est un fait, c'est l'alpha et l'oméga de la relation entre le producteur et le distributeur. Or, c'est le plus petit dénominateur commun, donc ça fait des débats d'une certaine pauvreté. Et en plus, je trouve que c'est un facteur de crispation, parce que c'est plutôt toujours une logique un peu de rapport de force, de bras de fer. Et alors qu'on pourrait dépassionner les débats en apportant justement cet éclairage client. Parce que moi, qu'est-ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir le retour des réseaux tiers sur mes clients, leurs attentes, l'évolution de leur comportement, le retour sur ma production, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui est bon, etc. Donc ça, c'est un petit peu regrettable. Donc je pense qu'on gagnerait. Alors effectivement, je pense comme Nicolas qu'il n'est jamais trop tard. Même si année après année, finalement, on répète toujours le même schéma et on ne voit pas les choses évoluer. Alors, je ne sais pas si au niveau de Jean-Pierre et de René-Marc, il y a peut-être la volonté de faire bouger les choses. En tout cas, moi, il me semble que notre intérêt commun, ça serait quand même, de mieux servir le client, parce qu'on est quand même dans un job de service, et puis, deuxièmement, de mieux le capter, justement pour mieux lutter contre les nouveaux intermédiaires ou contre la désintermédiation. On a des acteurs qui sont d'une puissance considérable. Plutôt que se livrer des guéguerres un peu stériles, etc. Enfin, on n'est pas dans une logique de coopération collaborative, on est plutôt dans une logique de compétition. Et c'est vrai que ce qui complique les choses, c'est qu'il faut reconnaître que nous, producteurs, on est également distributeurs, même si je tiens à le dire, je suis quand même membre du SNAB. Et puis, comme on discutait un jour avec Jean-Pierre, on voit bien qu'il y a des distributeurs qui sont tentés par le fait de devenir également producteurs. Donc c'est vrai que les frontières, elles ont tendance à devenir plus floues, ça devient un peu perméable, donc tout ça, c'est un petit peu compliqué. Même si je suis d'accord avec la notion qui a été donnée que le client n'appartient à personne. Alors, sur le TTC... Donc oui ou non? Non, mais c'est pas aussi simple que ça, mon cher François-Xavier. C'est un problème très complexe. Moi, je ne suis pas dogmatique. Donc, moi, je suis ouvert à tout. Il n'y a pas de problème. Ce que je dis simplement, c'est que
c'est un saut dans l'inconnu. Alors là aussi, c'est focaliser déjà la discussion sur le taux de commission. Hein, on est d'accord. Donc là aussi, non, mais c'est l'actualité. Donc là, voilà. Oui, non, mais je sais que c'est l'actualité. Bon, mais pour les Théo, c'est un saut dans l'inconnu, sans garantie, sans barrière, sans garde-fou. Si on fait ça avec un réseau, ça peut avoir un impact vis-à-vis des autres réseaux. On nous dit TTC, mais il y a la problématique des taxes. Les taxes, on n'a aucune prise sur les taxes. Qu'est-ce qui nous garantit sur l'évolution du niveau de ces taxes, etc. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on a comme garantie en matière de chiffre d'affaires, de part de marché, etc. Je veux dire, c'est des sujets très, très complexes qui demandent à être pas mal travaillés, discutés ensemble, etc., selon une logique. Voilà. C'est-à-dire que ce genre de changement, il faut que ça soit partagé, il faut que tout le monde se l'approprie, que tout le monde y adhère et que ça soit une logique win-win. Voilà. Donc, Nicolas, on va s'arrêter là. Sur le sujet. Bon, alors moi j'ai un certain détachement sur le sujet puisque je ne suis pas concerné. Déjà, pour commencer. Donc j'ai une certaine liberté de parole. Mais avant de parler, de répondre sur le TTC, je voudrais juste dire, oui, encore, c'est un exemple, je rejoins complètement Pascal, c'est un exemple encore de nos discussions, c'est-à-dire qu'on parle du taux de commission dans notre relation. Et je pense que ce dont on a besoin de discuter avec la distribution, c'est de redéfinir ensemble, et je pense qu'il y a un travail entre le CETO et le SNAV là, qui peut fédérer les acteurs autour de ces discussions, qui est de redéfinir quelle est la valeur ajoutée que chaque élément de la chaîne apporte au client et comment on s'organise pour le faire savoir. Parce que c'est là où on a un énorme problème. C'est-à-dire que, grosso modo, on est tous d'accord pour dire qu'on a de la valeur ajoutée. Didier, lui, dit moi j'ai des experts et des conseillers. Moi j'en ai aussi. Après, on a des acteurs comme nous, Patrice, Pascal, qui prennent des risques pour faire voyager les clients à bon prix. Voilà, tout ça, on est incapable de l'amener dans un message unifié, cohérent, visible, à l'œil, aux yeux du client, pour en faire quelque chose de bien. Et là, c'est là-dessus que la discussion va porter. Alors, sur la commission TTC, pour ou contre, j'ai envie de dire, alors, à première vue, c'est un peu inepte comme idée, parce que, je veux dire, dans TTC, il y a taxes, et pour les Théo qui font correctement leur métier, et qui prélèvent donc des taxes, ils les collectent pour les reverser. Donc on pourrait se dire, mais enfin, comment allons-nous commissionner quelque chose que nous faisons que collecter pour reverser? Dans ces taxes, Nicolas, il y a la fameuse taxe YQ sur le carburant, qui fait partie intégrante du prix du billet et donc qui peut être commissionnable. Voilà. Oui, qui peut être commissionnable. Bah, après, si on la commissionne, c'est vrai qu'il va falloir aussi que on mette un peu de marge. Ça, c'est, vous savez, à l'école, on a tous appris que 1 + 1 fait 2, et puis que pour aller à 4, il faut rajouter 2. Bon, donc, on a à la base un problème sur cette notion-là, mais on peut le contourner. Moi, je pense que le point important dans cette discussion, qui émerge dans la discussion au bout d'un moment, mais qui n'est pas le point de départ, c'est donner de la visibilité sur la rémunération. Parce que c'est vrai que, au même titre qu'on n'a pas de visibilité sur l'évolution des taxes dans le futur, donc c'est quand même très difficile de prendre un engagement sur un taux de commission TTC si on ne sait pas comment la taxe va évoluer. Oui, c'est ça au fond le vrai sujet. C'est donner de la visibilité sur la rémunération pour le vendeur. Pour le vendeur, c'est ça le vrai sujet. Ouais. On a 1000 moyens de le faire. On n'est pas forcément obligé de passer par cette notion d'une taxe sur le TTC lisible sur la facture, d'autant plus que pour certains tour operators, je pense que, alors on va nous dire oui, là vous cherchez des excuses. Non, ce n'est pas une excuse, mais c'est pas techniquement toujours facile à faire. Il faut le savoir. Mais ce que je retiens moi, c'est que en fait, ce qu'on a besoin de résoudre, c'est de donner de la visibilité aux vendeurs sur la rémunération qu'il touche lorsqu'il commet un acte de vente en fonction du prestataire qu'il choisit de prescrire. Donc ça, c'est un point intéressant qu'il faut s'attacher à résoudre par ce biais ou un autre. Ce biais me paraît extrêmement compliqué. Et le point principal, c'est cette absence de visibilité pour les taxes. À date, moi, j'ai commencé à réfléchir. Si jamais un jour on devait être concerné, parce que je ne sais pas si c'est une pratique qui risquerait de se répandre dans l'ensemble de la distribution, mais je pense que le seul point pour gérer ça, c'est et là ça nous ramène à une autre difficulté, c'est de prendre des marges pour pouvoir commissionner, et donc un surenchérissement des prix, contre, il faut se dire les choses, les distributeurs
contre lequel les distributeurs luttent. Parce qu'on parlait de dilution des ventes, mais la dilution des ventes qui est un vrai problème dans la distribution, qui fait que parfois on est, oui, effectivement, obligé de développer notre vente contrôlée qui coûte cher. C'est aussi la résultante d'une distribution qui négocie à 5-10 euros près d'un Théo à l'autre le prix d'un package. Voilà, donc je ne vois pas bien comment on va pouvoir marger des taxes, les commissionner, sans éviter un surenchérissement des prix, dans un contexte où déjà on a un marché qui n'est pas hypertonique et une comparaison des prix permanente où on discute comme des marchands de tapis. Très vite, Patrice, sur le sujet, ton avis? Non, mais tout a été dit, je rejoins totalement mes deux collègues. Et on parlait de désintermédiation aujourd'hui. Il faut vraiment que l'on fasse attention que le menu, le package que nous vendons, nous, tour opérateurs, ce que nous fabriquons, ce menu ne soit pas plus cher au final que à la carte. Ce serait vraiment bouleverser complètement les codes. Quand vous allez dans un restaurant, le menu à l'ardoise est logiquement moins cher que les mêmes prestations à la carte. Attention à vouloir commissionner des taxes qui ne sont que collectées par les acteurs que nous sommes. Nous risquons de changer complètement ce modèle et d'accélérer encore la désintermédiation. J'ai même vu que des Booking.com aujourd'hui arrivaient à se faire référencer dans les réseaux. Ça prouve bien quand même que la désintermédiation est en marche. Elle se réintermédiarise. Bon, voilà. On va clore ici le sujet commission sur les TTC. C'était évidemment pour mettre le coup de projecteur quand même sur l'actualité. Didier, on a parlé donc de focalisation sur une relation contractuelle et qu'il faudrait davantage orienter cette relation autour du client. On a parlé de partage de données clients. Est-ce qu'il y aurait une chose, toi, en tant que distributeur important dans le monde du loisir, est-ce qu'il y aurait une autre chose sur laquelle tu pourrais insister, sur laquelle que tu aimerais nous faire partager en fait une idée autour du client qui pourrait se mettre en place entre vous, distributeurs, et les tours opérateurs? C'est une idée qui ne fera peut-être pas l'unanimité, mais notre contrainte de départ, c'est d'avoir le tandem Théo-distributeur, un prix dans le marché. C'est à notre course. C'est pour ça que le taux de com a forcément ses limites. Moi, à l'époque où Jet Tour était simple tour opérateur, on n'avait aucun lien avec la distribution, et moi j'étais simple distributeur. J'avais fait le constat qu'on a toujours les locaux sont très chers, c'est 50 000, 60, j'ai même des locaux à 180 000 euros, donc il faut absolument les rentabiliser. Un local à 50 000 euros de loyer, il y a 10, 15 clients par jour. Donc c'est net qu'il y a une sous-utilisation. On n'imaginerait pas un grand restaurant avec 3 tables occupées. Donc nous, on a 3 tables occupées. Donc, j'aurais aimé avancer, on en avait parlé, on était en passe de réussir d'ailleurs. Moi, je préfère, avec mes 50 000 euros de loyer et mes charges constantes, je préfère, grâce au Théo, avoir 45 clients qui rentrent. Et dans ce cas-là, comme je n'augmente pas mes charges, mon taux de com peut baisser en relation avec l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc c'est net. On a un problème de sous-utilisation de nos équipes, de nos boutiques, dans la distribution classique. Et c'est pour ça que ce que j'évoquais tout à l'heure, les Théo qui s'y sont frottés en prenant bêtement une boutique et en la mettant en face de la nôtre, ils ont renoncé au bout de 2-3 ans parce qu'ils avaient les 50 000 plus les charges et donc et la concurrence en face. Donc je trouve qu'il serait intéressant, au lieu de chacun tirer sur un profit maximum sur un client de plus en plus rare, de trouver un moyen d'augmenter considérablement notre force de frappe dans les boutiques existantes et pour pouvoir, en conséquence, adapter la commission au trafic généré par cette collaboration. Jean-Paul, une idée autour d'un partenariat, une idée sur un partenariat autour du client qui pourrait être mise en place. On a parlé de partage de données clients, il y a l'idée qui vient de nous être soumise par Didier. Toi, une idée, seulement une. Je pense que pour tout ce qui est
L'idée centrale pour moi va chercher à améliorer le taux de transformation. Ouais. Donc l'idée, c'est, pour tout ce qui est à la carte et sur mesure, de se parler à 3 clients, agences et réservations du TO. C'est ce qu'on commence à faire. Parce que vraiment, gagner 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de taux de transformation, ça c'est un véritable enjeu. Et on est évidemment beaucoup plus fort. Le client aujourd'hui, on entendait hier, le client est roi. Moi, je pense que c'est stupide, non. Le client n'est pas roi. Le client, il faut l'écouter, il faut le mettre au centre, c'est autre chose. Mais une des voies d'avenir, c'est il ne faut pas l'écouter, le client. Il faut qu'il nous écoute. On écoute son médecin. Évidemment, je force un peu le trait, mais un des enjeux dans le voyage à la carte et sur mesure, il est là. Alors ça passe évidemment, il faut l'art et la manière, il faut de l'expertise, il faut des services, il faut des tas de choses. Mais c'est un véritable grand enjeu. Alors dernière partie, et puis on laissera évidemment quelques minutes à la salle pour poser des questions. Dernière partie, on a parlé évidemment beaucoup de cette relation entre tour opérateur et agence. J'aimerais qu'on parle un peu de votre métier, vous, tour opérateur. Pascal de Izaguirre, j'ai envie de vous dire, et Jean-Paul le disait, hein, le tour operating a perdu des centaines de milliers de clients depuis 2008. J'ai envie de vous dire, Pascal, à part les clubs, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste au TO ? Bon, alors c'est pas la peine que je te demande de venir animer mes conventions et mes séminaires TUI, si tu veux, pour que tu me poses ce genre de questions. Hein, je pense que tu es informé. Non, plus sérieusement, bon, ça c'est un constat qui est totalement vrai. Hein. Alors, d'abord, je crois qu'il faut que nous, on réinvente un peu notre production. Donc moi, je crois déjà aux produits exclusifs. Hein. Ça, pour le groupe TUI, c'est quelque chose de très important. Donc les clubs Marmara, c'est quelque chose d'exclusif. Je reviendrai sur le concept de club. Et puis, je crois qu'on peut développer quelque chose aussi qui est la segmentation marketing. Le groupe a des concepts internationaux clubs réservés aux familles avec enfants, réservés aux sportifs, réservés aux couples, etc. Ça, j'y crois beaucoup parce que donc il faut s'adapter à l'évolution des attentes. Hein. Bon, il faut, je crois aussi, donner plus de personnalisation et plus de différenciation. Hein. Les gens attendent aussi aujourd'hui, dans l'expérience de voyage, des émotions, des sensations, etc. C'est ce que Airbnb vend. Alors en fait, eux, c'est des nouveaux intermédiaires. Ils sont là pour gagner de l'argent. Enfin, je veux dire, ils ne rendent pas service à l'humanité. Hein. Ce n'est pas des bienfaiteurs de l'humanité, mais ils vendent une expérience, un truc extraordinaire, simplement parce qu'on a le propriétaire qui te remet les clés, etc., à l'entrée de l'appartement. Bon, c'est quand même pas extraordinaire, mais voilà, il faut qu'on réenchante un peu l'univers du voyage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que comme l'offre, elle est aujourd'hui gigantesque, quasi infinie, nous, il faut qu'on réponde à ce désir de diversité et à l'augmentation du choix. Moi, je vais développer le dynamic packaging, hein, c'est-à-dire je vais permettre aux clients de réaliser eux-mêmes leur voyage en puisant dans les stocks des compagnies low cost, dans les bed banks, etc. Et sur le site TUI.fr en septembre 2016, il y aura une composante dynamic packaging, un peu comme Groupe Hôtel, comme le groupe Accor offre aussi l'exposition à des hôtels qui ne sont pas du groupe. Bon. Ce que je crois aussi, c'est qu'il faut qu'on offre, nous, Théo, plus de flexibilité. Hein. Le package ringard avec le truc, 8 jours, enfin une semaine, 2 semaines, etc., c'est fini, ça c'est mort. Quoi, hein. Les gens veulent avoir du choix, partir, rentrer là quand ils veulent. Donc ça, c'est très important. D'où la nécessité, parce qu'on est des Théo engagés sur l'aérien, sur des charters, etc. Bon, il faut considérablement élargir notre offre à toutes les compagnies régulières, low cost, etc. Et puis je crois que là où on a beaucoup à progresser, hein, et on voit les GAFA, les Uber, les Airbnb, hein, c'est dans l'expérience utilisateur. Hein. Ils sont beaucoup plus forts que nous, ils sont bien meilleurs que nous dans la convivialité, dans la simplicité d'utilisation. Alors sur les clubs, j'y crois, et tu dis c'est un segment qui se porte bien. D'ailleurs, on est en train de prendre une initiative entre quelques-uns, notamment Patrice, Nicolas et moi, pour appuyer le concept de club et montrer les atouts
qu'ont les clubs, parce qu'on travaille tous pour réinventer, enrichir, diversifier l'offre club, pour professionnaliser nos équipes d'animateurs, etc. Et aujourd'hui, tout le monde vend des clubs, et quand on regarde, il faut distinguer le bon grain de l'ivraie. Alors, le bon grain, évidemment, tu as compris qu'il y a Karadec, Delors et Izagir. On a bien compris, oui. Et puis d'autres un petit peu moins, quoi. Non, mais c'est quand même vrai, quoi. Nous, on investit beaucoup dans le concept club. Il y en a quelques autres aussi, hein. Mais bon, donc ça, c'est très important. Alors, dire qu'on a que ça, c'est un petit peu gonflé. Oui. Hein, on a les circuits. Moi, je constate que les circuits, il y a un regain de succès des circuits depuis 18 mois, 2 ans. Parce c'est vrai qu'on les disait moribonds il y a 2-3 ans. On les disait moribonds et ça revient très fort parce qu'on a des retraités, l'espérance de vie augmente, des retraités avec un pouvoir d'achat, des gens qui veulent voyager dans un univers un peu plus sécurisé. On a de plus en plus de personnes seules, hein, des célibataires, des veuves, des divorcés, etc., etc. Et c'est un moyen de sociabilisation. On a les séjours, surtout on a le sur-mesure. Hein, c'est-à-dire que je crois effectivement, et Jean-Paul en parlait, c'est-à-dire on développe fortement le sur-mesure. Au sein du groupe TUI, c'est le sur-mesure NF ou Aventuria qui est plus haut de gamme, qui connaît le taux de croissance le plus fort, parce que là, ça correspond à ses besoins de personnalisation et d'individualisation. Et puis il faut qu'on anime, on lance des collections capsules éphémères, on lance des collections de produits pour les familles, etc., etc. Nicolas, en dehors du club, le tour opérateur a un avenir aujourd'hui ? Mais bien sûr, oui, enfin, les clubs. Alors, moi, j'en profite pour faire mon marché aussi. Donc, non, très vite. Voilà, on a les clubs. Oui, c'est un point important. Le problème qui est posé, c'est la différenciation de l'offre, qui est un facteur clé de succès sur le marché, a fortiori quand les marchés sont saturés et l'industrie est fragmentée comme elle l'est chez nous. Bon, donc les clubs, oui, c'est une réponse. On travaille une gamme. Nous, on a Eldorador qui devient Club Jet Tour. Qui est la partie premium, Club Jumbo. Donc on aura une offre de 50 clubs sur l'été qui vient. On est dans l'initiative que décrivait Pascal. Il y a aussi les circuits. Les circuits, c'est un produit à forte valeur ajoutée, même si c'est un segment qui est très compétitif. Et je confirme ce que disait Pascal, c'est un segment qui est très, très, très dynamique. Et on prédit la mort des circuits depuis des années, parce qu'on dit c'est que des personnes âgées, pour ne pas dire très âgées, qui prennent ce produit. Et en réalité, les personnes âgées, ils s'en régénèrent tous les jours. Hein. Je veux dire, on passe des tranches de vie, et puis on ne va plus à la plage, on va en circuit, parce qu'on se sent protégé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on limite le TO à la discussion sur le tour operating, là, se limite aux produits. Mais on ne fait pas que des produits. Hein. Je veux dire, il y a aussi quelque chose de fort qu'on ne met pas assez en avant, c'est qu'on met à disposition de la clientèle des prix qui sont ultra compétitifs. Alors oui, les choses se commodisent et les clients ont l'impression qu'en achetant sur Internet, en le faisant eux-mêmes, ils vont payer moins cher. Ça, c'est dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, c'est moins cher sur Internet. Est-ce qu'il ne manque pas des services, Nicolas ? Mais si, mais il y a plein de services. Il y en a plein, sauf qu'on n'en parle pas. Et on ne le dit pas. Je veux dire, moi, je vais juste raconter une anecdote pour quand on a eu un tsunami au début des années 2000, dramatique en Thaïlande, qui a touché les Maldives, je peux vous dire qu'il y avait un certain nombre de clients qui étaient très contents d'avoir choisi de passer par un tour opérateur pour leurs vacances aux Maldives. À l'époque, on était moins des intermédiaires qu'on l'est actuellement, et capables d'amener un 330 en 24 heures à destination pour ramener 320 clients d'un coup. Voilà, ça, c'est des choses... Alors, c'est contre-intuitif de la notion de voyage. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur un aspect sécuritaire, encadrement, donc c'est très difficile à vendre, puisque quand on part en vacances, évidemment, on n'imagine pas, et on ne veut pas imaginer qu'il y a un certain nombre de risques dans le parcours client. Donc on a du mal à en parler, parce que c'est vrai que c'est contre-intuitif, mais ce sont quand même des éléments de force, le prix, la compétitivité de nos offres, même sur des produits qui sont commodisés, le service, avant, pendant, après, et c'est pas rien. Et tout ça, on a besoin de le dire et de le mettre en avant. C'est pas qu'une question de club, de circuit et d'à la carte, etc. Et du dynamic packaging, puisqu'on en a évoqué. Chez les Théo, le client qui trouve les choses très flexibles sur Internet et qui pense que le Théo est très rigide, package 7, 14, 21. Alors moi, je ne suis pas au point de dire que c'est ringard, hein, parce qu'il s'en vend beaucoup, a fortiori parce que les prix sont très compétitifs. Mais les Théo aussi, maintenant, flexibilisent. Nous, ça fait 3 ans qu'on fait du dynamic packaging, c'est des taux de croissance absolument incroyables. Ces fonctionnalités sont accessibles sur nos sites B2B, entre autres, où on propose un choix de compagnie alternative à tout le canevas de production plus rigide qu'on a aussi. Et ça aussi, c'est des services que
dont on ne parle pas assez. Choix de compagnie, choix d'horaire, etc. Alors, je vais interroger Jean-Paul et Geoffroy. Avant de vous donner la parole, n'ayez crainte. Mais évidemment, l'heure tourne. Donc, si je comprends bien... Oui, Jean-Paul, très vite. Oui, Alors, très vite. Non, mais la désintermédiation va progresser, les technos se développent, l'internaute, les voyageurs internautes sont de plus en plus à l'aise. Ça, c'est une lame de fond. Face à ça, je crois que l'avenir des produits packagés est immense, en particulier en B2B, que ce soit des clubs, mais des clubs propriétaires ou des circuits. Mais le véritable enjeu pour les marques, c'est que je crois qu'elles sont condamnées en général et dans le voyage à être impeccables et somptueuses en permanence. Bon. Ce qui était hier une option, éventuellement, est une obligation aujourd'hui. Dans le voyage à la carte, ça passe par une obsession de recherche de valeur ajoutée en matière de produits et en matière de services, les deux. Et donc ça va très très loin, en particulier dans le voyage à la carte, qui est le plus challengé, sur une valeur ajoutée produit et sur de l'ultra-personnalisation. Ultra-personnalisation, je crois que l'enjeu il est là. Et le service, il est aussi bien chez le tour opérateur, mais aussi dans la distribution, dans un travail en commun. Mais nous, notre jeu, il est là. C'est la seule façon de développer le marché pour nous. Donc 2 enjeux, on retiendra de cette table ronde 2 enjeux principaux. 1, essayer de sortir de cette relation unique contractuelle, mais essayer de nouer des partenariats autour du client, ça c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, ne pas se limiter aux produits, mais développer des services. On retiendra ça. Geoffroy, vous aviez, dans une tribune libre écrite il y a 3-4 ans, vous aviez été assez sévère sur les tours opérateurs, où vous disiez qu'ils avaient du mal à prendre le bon wagon, le bon train. Aujourd'hui, 3-4 ans après, quel constat vous faites du tour operating aujourd'hui quand vous regardez ces tours opérateurs, qu'on dit tour opérateurs traditionnels? Voilà, quel regard portez-vous sur eux? Il y a plusieurs choses. Alors, déjà, ce que disait Jean-Paul, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que pour être bon, il faut avoir et la connaissance produit et la connaissance client. Connaissance client, elle est dans les agences, et produit, elle est plutôt chez le Théo, et lier les deux n'est pas évident. Donc, c'est plus facile d'intégrer les deux si on veut faire du sur-mesure. Après, quel avenir des Théo? On peut se poser la question, quel avenir du travel? Enfin, j'aime bien Jeff Bezos chez Amazon qui prend le problème à l'envers et qui dit qu'est-ce qui ne va pas changer, plutôt que d'essayer de savoir qu'est-ce qui va changer dans mon métier, qu'est-ce qui ne va pas changer dans les 10 prochaines années. Et lui, il dit typiquement sur la vente sur Internet, ce qui ne va pas changer, c'est que les gens voudront payer moins cher et être livrés plus vite. Ça va de soi, mais voilà. Et donc il investit là-dessus. Il investit que là-dessus. Qu'est-ce qui ne va pas changer dans le travel? C'est une question qu'on peut tous se poser. Je pense que les gens voudront mieux, probablement moins cher et davantage personnalisé, avec qui je veux, quand je veux, où je veux. À partir de là, qui est armé pour répondre à ces enjeux-là? Je pense que sur l'aspect personnalisation, c'est pas évident pour le Théo. Voilà, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Dès lors qu'il n'a pas la connaissance du client, je pense que c'est pas évident. Merci Geoffroy. Alors, on a de la place pour 2-3 questions dans la salle. Jean s'est déjà exprimé, mais comme il est le premier... Alors Jean, on va laisser Dominique Beljanski s'exprimer en premier pour laisser la parole à tout le monde. Mademoiselle Dominique, lève-toi pour la caméra et pour que la demoiselle te voie. Messieurs, vous êtes magnifiques sur cette table ronde. Pas très féminine, la table ronde, mais bon. Non, mais on a fait la même réflexion hier. Ça. Donc je vais essayer d'être rapide. Vous imaginez quand même que j'ai reçu vos messages subliminaux, mais néanmoins directs. Alors pour ne pas trop monopoliser la parole, j'ai retenu 3 petites choses. Le partage des données clients, je suis certaine que c'est important. Après, il faut le faire dans de bonnes conditions. Et puis, il faut aussi rassurer le client qui n'aime pas trop donner ses informations personnelles. On a toujours des réticences en agence physique, mais en y travaillant tous ensemble, je pense qu'on peut gagner en qualité de relation. Il y a la matière à faire, en tout cas. Il y a de la matière, et en s'y prenant tous ensemble, je pense qu'on peut arriver à avoir un fichier efficace que l'on peut exploiter et qui nous enrichira tous. La deuxième petite chose que j'ai notée, c'est le brut client. Je me suis sentie un tout petit peu visée, donc c'est pour ça que ça me permet d'intervenir. Bon, le brut client, j'aimerais rappeler pourquoi nous en sommes venus là dans le réseau Selectour AFAT.
Pourquoi est-ce que les négociations en cours sont difficiles autour de ce sujet? Parce que nous avons une divergence, mais d'où vient-elle? Nos adhérents chez Selectura FAT nous ont dit, pendant 3 ans, on en a marre, j'utilise des termes simples et efficaces, on en a marre parce que on a un taux de com, et puis quand on reçoit la facture, eh ben c'est pas le même taux de com. Alors parce que c'est une promotion, c'est vendu entre 22h et 23h30, on a rajouté une nuit d'hôtel, on a changé la catégorie de voiture. Bon, il y a des TO plus vertueux que d'autres, mais enfin, ça a quand même été notre quotidien pratiquement pendant 3 ans. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons arriver vers un taux de commissionnement brut client qui permette à l'agent de voyage de choisir son partenaire, c'est-à-dire le tour opérateur, et de vendre en toute tranquillité, et lorsqu'il pointe sa facture quand nous la recevons, il n'a pas cette mauvaise surprise. C'est la seule et unique raison. Je suis bien consciente qu'on a des choses qui viennent s'infiltrer dans ce sujet. On va peut-être avoir des taxes supplémentaires que l'on va appeler taxes sécurité avec tout ce qui se passe. On en est bien conscient. Pourquoi les commissionner? Pourquoi ne pas les commissionner? Comment les sortir? C'est vrai, je comprends tout ça, mais il faut impérativement trouver une solution ensemble pour que la facture que nous recevons soit celle qui est conforme au contrat. Et le brut client sera malheureusement la façon dont on doit travailler aujourd'hui, et nous n'y dérogerons pas. Sans trop non plus monopoliser la parole, j'ai entendu que le CETO et le SNAV se parlaient. Bon, je le sais bien évidemment. Eh bien, j'apprécierais que les distributeurs soient de temps en temps invités, parce que je pense qu'on a des choses à se dire. Là, la distance est un petit peu longue, on se connaît tous, on se parle souvent, mais j'apprécierais que les distributeurs et peut-être le réseau que je représente soient invités. Voilà. D'accord. Ben, écoutez, l'invitation est lancée. Alors, Jean, ici, qui lève la main, et puis ici. Alors, il y a ici madame qui a le micro, donc on va lui laisser le micro. Bonjour, Sophie Paillet, Caravelle, je suis en charge de la distribution indirecte. Alors, ce n'est pas une question directement, je voudrais apporter un témoignage et une réponse à un commentaire. Donc, Alain aurait dû être là sur ce congrès. Malheureusement, vous comprendrez, il est à Toulouse, sur une audience qui a commencé déjà depuis quelques heures. Ce n'est pas le sujet, le résultat sera ce qui sera. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas se tromper de combat. Jean-Paul a donné des chiffres qui ne font pas débat sur la montée du voyage et la chute de nos activités d'intermédiation. Je crois qu'on se rejoint tous, Patrice, Nicolas, Pascal, sur le fait que nos métiers se rejoignent. On a des TO qui étaient traditionnellement sur la vente indirecte, qui aujourd'hui sont vente indirecte, vente directe. On a des TO dont nous faisons partie, qui étaient traditionnellement sur la vente directe, qui ont pris complètement en considération la vente indirecte, et sinon je ne serais pas là. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de ne pas se tromper de combat, de savoir que l'ennemi, il faut parler comme ça, c'est la désintermédiation, c'est les coûts d'acquisition du client, et que effectivement, le principal, c'est de se recentrer sur le service au client, la réponse appropriée au client. Et là, je répondrai à Didier. Caravelle a aussi un très bon CRM, signe des clauses de confidentialité, les respecte, et nous sommes tout à fait ouverts, Dominique, pour mettre en place des mesures encore plus d'ouverture pour rassurer tout le monde et travailler ensemble sur la défense de nos métiers d'intermédiation qui ont toujours du sens vis-à-vis de clients qui ont besoin d'être rassurés plus que jamais. Voilà. Merci. Jean, ici, le micro pour Jean. Alors, décidément, ça se dirige uniquement à 2 tours opérateurs que je connais, donc le groupe Transat et donc TUI. Messieurs, vous avez des services de réservation call center qui sont ouverts au-delà de 20 heures. Pourquoi vous ne donnez pas accès également à la distribution quand on a besoin de réserver quelque chose? Question très pratique. Patrice? Si les call centers sont ouverts jusqu'à 20h, nos sites B2B sont ouverts 24/24. Vous savez, on fait des ventes jusqu'à pas d'heure. Des agences dans centres commerciaux sont ouverts les jours fériés, font des ventes. Donc je ne comprends pas trop la question, sincèrement. Les sites B2B sont utilisés à 80%
pour Look Voyage, à 65% pour les ventes chez Vacances Transat. Il n'y a pas besoin de call center là-dedans, et je m'en réjouis d'ailleurs, hein, parce que la technologie est tellement chère qu'on adore qu'elle soit utilisée. Et j'adore qu'elle fonctionne. Hein. Jean, on en parlera en face à face, hein, avec Patrice. Une question là-bas. Et puis il y aura une dernière question avec Patrice, et on sera obligé de clore. Bonjour messieurs, Pierre Doucet de l'agence de voyage Terre d'ailleurs, membre du réseau du CEDIV. J'apprécie énormément votre table ronde ce matin. Des félicitations particulières à Didier Munin, puisque là j'ai reconnu non seulement un discours d'agent de voyage, mais en plus de commerçant, puisque nous sommes avant tout des commerçants, des vendeurs de rêves. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dominique Beljanski, avec un petit rappel historique à M. Deis-Aguirre, que je remercie également d'être venu, dans le sens où aujourd'hui, donc, le groupe TUI, qui a racheté Nouvelles Frontières il y a quelques années, n'est pas sans savoir qu'il y a quelques années auparavant, Nouvelles Frontières, justement, commissionnait sur le TTC. Ce n'est donc pas quelque chose de complètement nouveau. Je pense que vous le saviez. Enfin, et voici la question que je voulais vous poser à tous, messieurs les distributeurs, messieurs les producteurs, justement, que comptez-vous faire au niveau des distributeurs qui ne sont pas agents de voyage, mais qui sont des mutuelles? Merci. Alors, qui veut répondre à cette question, sempiternelle question sur les mutuelles? Non, personne ne se presse, hein? Allez, Patrice. Non, moi j'aime pas, je suis pas langue de bois. Oui, allons-y. Je le dis, je le répète, il serait suicidaire de ne pas offrir nos services partout où le client cherche ses vacances. Ce ne sont pas les tours opérateurs qui ont créé les mutuelles. Aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom du tour opérateur que tous les agents de voyage réunis cherchent à avoir comme référencé dans leurs agences, mais lui a choisi d'être référencé que par certains points de vente. Je ne vais pas le nommer, il fait des clubs lui aussi. Mais c'était le premier à vendre dans les mutuelles. Donc il y a un moment, on se dit, est-ce que nous, on va être les derniers? Alors comme je dis souvent, je l'ai dit lors des négociations avec certains réseaux, parce qu'on ne parle pas que de commission, on parle aussi de ça, c'est vrai, dans les réseaux, quand on négocie. Comme on n'a pas été les premiers à rentrer dans ce marché-là, on ne sera pas les premiers à en sortir. Nicolas. Moi, je tombe Très vite, je tombe de l'arbre. Enfin, je tombe de l'armoire. Je tombe pas. J'ai l'impression d'être ramené 10 ans en arrière, 12 ans en arrière, parce que cette question perdure. Alors, je vais répondre moi pour la marque de producteurs que je représente, qui est Jet Tour. Qu'est-ce qu'on compte faire? Rien. On compte rien faire. On compte, statu quo. Pas de langue de bois, c'était une consigne. Pas de langue de bois, statu quo. La vraie question, c'est encore une histoire de client. Ces organismes-là, en particulier ceux qui ont des agréments, sont les premiers à dire « Nous ne voulons pas », parce que ça m'arrive, moi je suis distributeur aussi, j'ai 200 agences de voyage au passage, « Nous ne voulons pas transiter par une agence de voyage et nous voulons acheter vos produits ». Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit non? Voilà. Après, alors, on les éduque, oui, on les éduque. Oui, on peut faire ça, c'est vrai, mais on a du mal. Voilà, quand ils ont décidé, ils ont décidé. Donc, on ne va pas s'en passer, on ne va pas s'empêcher de vendre des produits à des clients qui vous demandent quelque chose et qui vous demandent un service qu'il a décidé d'être délivré comme ça et pas autrement. Moi, personnellement, je refuse pas. Maintenant, on va pas de langue de bois. On est tous bien contents, vu les risques qu'on prend, d'avoir cette clientèle aussi, parce que ça aide à consolider les risques. Quand on consolide nos risques, on se sécurise. Quand on se sécurise, on est pérenne. Et quand on est pérenne, on est des partenaires intéressants pour vous, pour s'inscrire dans des projets d'avenir. C'est un cercle vertueux. Voilà, il y a quelques dommages collatéraux, on en est bien conscient, mais je pense qu'au final, l'équation est plus positive que négative. Donc personnellement, c'est statu quo. Patrick, dernière question. Juste une aparté. Nicolas, je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas le multicanal mutuel qui nous gêne. C'est le fait que les mutuelles vendent en retirant notre commission. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que nous, on s'en fiche que vous vendiez aux mutuelles, mais vendez le même prix que chez nous. C'est ça le message. C'est parce que quand les gens viennent chez nous en nous disant « je suis à la Massif et j'ai 15% ou j'ai 10%, on n'est plus sur le même tableau. »
Merci. Patrick Abisset, dernière question. Détendez-vous, messieurs, contrairement à ce que vous imaginez, j'en suis sûr, je ne vais pas vous agresser. Voilà. Je voudrais vous dire quelque chose. Le danger de la désintermédiation, je ne le vois pas dans la salle. Bien au contraire. Je pense que nous avons tout intérêt à travailler ensemble. Et face à ce raz-de-marée de désintermédiation qui nous arrive à travers le net, on a au contraire un intérêt commun, c'est à se serrer les coudes. Moi, ce qui me choque et ce que je crains, c'est quand j'entends, par exemple, ce n'est qu'un exemple, à une heure de grande écoute à la radio, aux alentours de 8 h du matin, quand on est dans sa voiture, un entretien entre Jean-Pierre Masse, président du SNAB, et une petite jeune fille qui représente Wicard, qui ne connaît rien à notre métier, qui n'a aucune légitimité, et lui entendre dire qu'elle peut, en se passant d'une agence de voyage qui est ringardisée, organiser un voyage sur mesure en Asie, en transformant des hébergeurs en restaurateurs ou en guides avec passe d'entrée encore, ça me choque et ça m'inquiète. Mais non, mesdames et messieurs, ici, nous n'avons pas à être inquiets de désintermédier entre nous. Bien au contraire, nos intérêts sont de travailler ensemble contre ce type d'exemple que je viens de citer. Et bien c'est sur ce message d'union qu'on va clore cette table ronde. Un grand merci, messieurs. Donne-moi son mail. Merci beaucoup, messieurs.